I'm just going to start recording, but we won't start the... Okay. Bonjour. Oui, enfin, hello. Bonjour Michel. Bonjour. Salut, mon nom c'est Mathieu, je suis censé aider les filles à vous traduire. Oui. On a eu des petits problèmes techniques et je ne sais pas trop si on va réussir, mais ouais, donc je dois parler après vous en théorie, donc je pense que c'est la première fois que je fais, mais ouais. Très bien. Bon, on commence alors. Oui. Yeah. Do you guys want to start? He asked. Oh, Okay. yeah. Thank you so much for doing this. We're obviously big fans. So we're going to start recording. We already are. Oh, we are, okay. Okay. On peut commencer. On peut commencer, vous avez compris. Okay, cool. We're back. We're back. We have the very special guest today. Yes. Maybe the most special guest of all guests. It's an honor to have you here with us, Mr. Michel Houellebecq. Hi, I'm Dasha. I'm Anna. Okay. This is our translator, Mathieu. I'm a translator. Hi, Mathieu. Ce qu'il faut dire, c'est que quand Harper m'a demandé d'écrire cet article, en fait, c'est eux qui m'ont documenté sur les législations du suicide assisté aux États-Unis, que je connaissais pas du tout. Et c'est très différent de ce qui existe dans plusieurs pays européens et qui va être proposé très probablement en France bientôt. Donc pour vous, je me suis dit que j'allais quand même vous parler de ce qui existe en Europe. Ça sera exotique pour vous, au moins. Enfin, ce sera déjà ça. So when they asked me to write this article on pardon, j'ai complètement raté le début, je suis désolé. Le magazine Harper, quand ils m'ont demandé... Le nom du magazine encore, pardon, ça coupe un peu le nom du magazine. Harper's Magazine. Harper's Magazine. Oh, Harper's, oui, bien sûr, oui. So when Harper's asked him to write this article, he was unaware of the laws about euthanasia that were in the United States, and he's going to be able to. I'm going to be able to tell you a little bit about the laws in France, which I think for you will be a little bit exotic. Right. So Michel has a new essay out called The European Way to Die in Harper's Magazine. Could you briefly give us a sense what's going on with the French legislation, how you're involved, and why you're so passionate about this topic? Bon, on peut prévoir ce qui va être proposé en France parce que les associations favorables à l'euthanasie, leur projet est prêt depuis longtemps et copié sur ce qui existe en Belgique et en Hollande, en fait. Voilà. Donc c'est assez prévisible ce qu'ils vont proposer et qui a de bonnes chances d'être adopté. Enfin, j'ai conscience que j'ai peu de chances de succès, en réalité, en m'y opposant, quoi. We could easily predict what's going to happen in France because it's basically copied on what is already there in Belgium. And I know that I have very little chances of succeeding by opposing it. It's already lost in advance. Et je me suis... en fait, j'ai choisi de... je me suis dit que j'allais vous parler de l'affaire Vincent Lambert, qui était très médiatisée en France, parce qu'elle est assez typique et aussi le père du personnage principal de mon dernier roman
se trouve dans un état comparable à Vincent Lambert, et c'est ce qui m'a amené à me documenter sur la question au début. I was going to tell you about Vincent Lambert, which is a story that was in the media in France, very popular, and it's a very typical story. It so happens that the dad of my main character in my last novel, Anéantir, is in a situation that's very, very similar. Donc au départ, Vincent Lambert a eu un accident de voiture et il a eu ce qu'on appelle un accident cérébral vasculaire. Si bien qu'il s'est retrouvé dans un état où il ne pouvait plus du tout parler, ni bouger, à part quelques mouvements des yeux. So Yeah, allez-y. Désolé, je vais pas vous interrompre. Je peux quand même faire plus long si vous voulez. D'accord. Bon, alors dans c'est un état dont on peut revenir. C'est rare, mais on peut en revenir. Et il y a eu un conflit entre et c'est ça qui a beaucoup passionné les médias, je pense, entre la femme de Vincent Lambert, qui voulait qu'on mette fin à sa vie, parce qu'elle pensait que son mari aurait pas voulu être dans cet état, et sa mère qui pensait qu'il fallait à tout prix le maintenir en vie, parce qu'il y avait de l'espoir encore. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le médecin-chef de l'hôpital où il était a décidé de pratiquer ce qui se pratique en France, qui peut se pratiquer en France, qui est légal, hein, qui n'est pas vraiment une euthanasie, dans la mesure où on n'injecte pas au malade un produit, un poison, mais qui est une manière assez hypocrite et dans le sens typiquement française de faire, quoi. Ça s'appelle la sédation profonde et continue, qui est on arrête de nourrir le malade et de lui donner de l'eau, mais en même temps on lui injecte un produit pour qu'il ne souffre pas, et ce jusqu'à ce qu'il meure en fait. Donc ça, Ok, je vais. oui. Vincent Lambert had a car accident and had a cerebrovascular accident, and he found himself in a state in which he couldn't speak anymore or do anything except for moving his eyes. It's a state from which it's possible to come back. It's very rare, but it's possible. The media feasted on the conflict between Vincent's wife, who wanted to end his life, and his mom, who wanted to maintain him because there was still hope, according to her. In the end, what happened is that the chief doctor decided to do something that's legal in France, and that's not really euthanasia, because you don't really inject poison. It's more like a sort of hypocritical proceedings called deep and continuous sedation. That's basically you stop feeding the patient and giving them water until they die. Right. In your Harper's article, you mentioned that French doctors are very resistant to implementing a kind of formal euthanasia in France. Why do you think, in light of that, it is still sort of doomed? Pourquoi Dans votre pardon. Oui, pourquoi je pense que certains médecins sont si opposés? C'est ça la question. Why do you is the question why do I think that some doctors are completely or that opposed to it? No, just that the fact that there is opposition within among medical professionals, why euthanasia will still become, in your prediction, commonplace in Europe. Oh, okay.
Ouais, pourquoi vous pensez que ça va quand même, que la loi va quand même passer, même si il semblerait qu'il y ait beaucoup de médecins qui soient farouchement opposés? Parce que alors bon, il y a eu un projet de loi en France qui a failli passer. Déjà, il y a 2 ans à peu près, j'avais écrit un texte à cette occasion d'ailleurs. Mais là, la composition de l'Assemblée nationale a changé. Et si vous voulez, il y a eu de nouvelles élections législatives. C'est tout. C'est pour ça, en fait. Que là, il y a. Because there's a Oui, vous pouvez sorry, expliquer. C'est tout simple. Le rapport de force politique est très just mauvais. because there's a project of because there was a projected law in France 2 years ago that almost passed, and he wrote about it at the time. But now there's been legislative elections, and the parliament is very different, and the political conditions against euthanasia are not looking good. Le parti au pouvoir, donc, bon, le parti d'Emmanuel Macron est pour. Et le deuxième parti, le parti de gauche, en fait, est pour également. Donc, il y a de fortes chances que ça passe, quoi. So the party that's in power, Macron's party, is in favor, but the second party in power in the coalition is also in favor. So there's a really strong chance that it's going to go through. So I guess it doesn't, take a genius to see how euthanasia becomes like an economic solution, as you said, for the problem of an aging population. And from there, you can see how it might be used for certain eugenical solutions. And you mentioned even inheritance theft. I think you called it kind of a nail in the coffin of Western civilization. Where is the bottom once euthanasia gets passed? What comes next in your prediction? I mean, it's already existent in many countries. Oui, traduisez-moi quand même la question. J'ai compris un peu. Ok, la oui, question. d'accord. Elle demandait jusqu'où ça pourrait aller, étant donné qu'il y a l'air d'avoir de bonnes chances que l'euthanasie passe en Europe. C'est quoi la limite après, où on s'arrête où finalement? Mais si vous voulez, bon, déjà pour moi c'est trop, c'est beaucoup trop. Moi, ce qui me choque avant tout dans l'histoire, c'est que c'est dans le cas de Vincent Lambert, comme dans le cas de tous les gens qui sont dans cette situation, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans la tête des gens. Par exemple, on ne sait même pas s'ils rêvent ou non, s'ils ont des rêves ou non. On ne sait à peu près rien, en fait. Bon, je vais vous raconter une chose qui m'avait beaucoup plu dans les témoignages que livres de témoignages que j'ai lus. Il y a une femme qui, d'un seul coup, s'est réveillée et s'est mise à parler. Et le médecin lui a dit, c'est incroyable, ça fait des années que j'essaye de vous parler, vous ne me répondez pas. Et elle lui dit, oui, mais ce que vous disiez n'était pas tellement intéressant. Okay. It's already too far for me. If even euthanasia just passes, what shocks me the most in the Lambert story, like in all the other cases, is that we don't know what's happening in people's heads. We don't know if they're dreaming. We don't know anything. I'll tell you a story I like about from one of the testimonies that I've listened to because I was interested in the topic. A woman all of a sudden woke up and started to speak out of nowhere. And the doctor said, "It's incredible. It's been years since I've been trying to talk to you." And she said, "Yeah, but what you're saying was kind of boring.
Mais bon, enfin, mais je veux dire, moi je sais bien que parfois ça me déplaît beaucoup qu'on limite l'être humain à sa capacité de communiquer avec les autres, quoi. Il y a une espèce d'obligation de communiquer qui m'énerve, quoi. Vous communiquez plus, vous êtes plus humain. Bon, il y a ce qui va se passer, c'est que aussi, c'est que les partisans de l'euthanasie jouent beaucoup sur la notion de dignité. L'association principale s'appelle le droit pour mourir dans la dignité. Ça veut dire que si vous êtes dans un triste état, que vous faites pipi au lit, etc., vous êtes plus digne de vivre. L'idée me plaît pas, j'aime pas ça. J'aime pas l'idée de dignité. I know it annoys me that that we limit human beings to their capacity to communicate with others. There's sort of obligation to communicate, and if you don't communicate, you're not human. Euthanasia proponents play on dignity a lot and play with our feelings. The organization, one of the main organizations is called the Right to Die in Dignity. If you piss and shit your bed, you're not human anymore. And all in all, I don't really like this idea of dignity. Alors, bon, vous me demandez ce qui va se passer ensuite. Si on se rapporte à la Belgique ou à la Hollande, donc les pays dont on va probablement imiter la législation, ce qui se passe, c'est que le droit à l'euthanasie est ouvert à de plus en plus de personnes. Par exemple, bon, en Belgique, on n'a plus à justifier d'une maladie qui vous conduit à la mort sans rémission, plus du tout. En fait, maintenant, il suffit de se sentir déprimé pour demander l'euthanasie, ou bien d'avoir des conditions de vie difficiles. Et plus récemment, ça a été ouvert aux mineurs. Voilà, donc c'est ça, c'est ouvrir l'euthanasie à de plus en plus de gens. Et bon, à peu près la même chose s'est passée en Hollande. Et apparemment, la même chose est en train de se passer au Canada. Voilà, donc le futur, c'est l'ouverture de l'euthanasie à de plus en plus de personnes. You're asking me what's going to happen next beyond euthanasia. If you look at Belgium and Holland, the countries that France is going to copy, the right to euthanasia is going to be open to more and more people. In Holland, you don't need to justify it by having a deadly disease. Being depressed is enough, or even to just have difficult life circumstances. More recently, there was open to minors. It's just opening to more and more people. It's happening in Holland, and apparently it's the same in Canada too. Yeah, we've heard stories in Canada of people basically being compelled to be euthanized because they were back on their rental payments, or maybe their children wanted them dead for their inheritance. Do you see the progressive push to legalize euthanasia and the so-called great replacement as two sides of the same coin in this kind of slow suicide of Western civilization? Ben, disons que oui, enfin, c'est troublant. C'est troublant de voir que la gauche, tout ce qu'elle a réclamé comme liberté, c'est la liberté de mourir, quoi. C'est troublant. Et oui, je pense qu'il y a un désir de mort. Enfin, le pape Jean-Paul II avait eu un mot juste, en fait, quand il avait parlé il avait dit que les pays occidentaux étaient entrés dans une culture de mort. C'est un bon résumé. Le mot résumait bien la chose. Yeah.
yes, it's troubling to see that the left seems to only have the liberty to die to fight for amongst all liberties. I think there's a real thirst for death. John Paul II was right when he said that the West entered a culture of death. It's a good summary of what's happening. Well, I have a question. I think any sort of feeling or sensitive person, or I hope, can understand why euthanasia is barbaric. For Christians, there's a very fundamental moral opposition to it based in their understanding of the sanctity of life. As a atheist or as a agnostic, from where do you think the sanctity of life stems? Does suffering make life sacred? And what do you think the afterlife is like? Ben, effectivement, moi, c'est une difficulté personnelle que j'ai, dont je parle dans mon article, c'est que tous les gens que je connais autour de moi, aussi la euthanasie, sont des catholiques en fait, et pas moi. Enfin, donc disons que je peux dire que je suis kantien. Et c'est pour ça que je suis hostile au suicide et encore plus au suicide assisté. Mais disons, je voudrais dire que le projet américain, celui qui existe dans une dizaine d'États, si j'ai bien compris, est quand même moins condamnable que le projet européen. Parce que le choix de la vie et de la mort reste entre les mains de la personne. Bon, c'est typique du goût pour les Américains, pour la liberté individuelle, quoi. En Europe, c'est pas du tout ça. Par exemple, dans le cas de Vincent Lambert, je me souviens, la ministre de la Santé avait dit que tout cela ne se serait pas produit si Vincent Lambert avait rédigé des directives anticipées, c'est-à-dire des directives indiquant, en gros, qu'on souhaite qu'il soit mis fin à vos jours quand on est dans tel ou tel état. Et donc, elle a dit ça sur un ton de maîtresse d'école s'adressant à des enfants de 6 ans, quoi. N'oubliez pas de rédiger vos directives anticipées. Enfin, c'était très désagréable, quoi. J'aime pas qu'on me parle comme ça, en fait. Um, it's a personal thing that's difficult for me it's a difficult question for me, and even more so that everybody around me is Catholic, and the American laws, the one that's going to be legal in about 10 states, if I understood correctly, is still less condemnable and disgusting than the European one, because the choice is at least in the person's hands, which is kind of typical of the United States, where they seem to like individual choice more. Europe is not like that. For example, with Vincent Lambert, the judge said it wouldn't have happened if he left a clear directive, and the judge was basically, it was annoying, like a school teacher speaking to 6-year-olds. I don't like that. Mais c'est vrai que j'ai pas la justification des catholiques, pas des chrétiens en général, mais est la même que celle des musulmans, des juifs. C'est-à-dire, Dieu seul décide de la vie et de la mort. Et moi, j'ai pas ça pour justifier mon opposition. J'ai pas l'idée d'un Dieu qui seul décide de la vie et de la mort. Moi, c'est plutôt
c'est une conception morale qui me conduit à dire que on juge une civilisation au sort qu'elle réserve à ceux qui sont dans le plus mauvais état, quoi. Ça, c'est une question de compassion. Et oui, c'est une question de compassion qu'on doit avoir pour les gens, pas. Mais j'ai pas. C'est vrai que ceux qui se basent sur l'idée d'un Dieu qui est le seul à pouvoir décider sont dans une position plus forte que la mienne. The Catholic and Christian justification is the same as the Jewish and the Muslim one. Only God decides, and I don't have that belief to justify my opposition. I don't have the idea that a God decides over life and death. It's more like a moral conception that brings me to say that you judge a civilization to the way it treats the weakest amongst them. It's just a question of compassion, but it's true that those who base their opposition in religion have a stronger argument. They do, yeah. But now you see the leftists and the progressives using this language of compassion and empathy to justify their increasingly barbaric practices. I wanted to ask you a kind of more like utilitarian or materialistic earthbound version of Dasha's question. Given these arguments surrounding the sanctity of life, why is euthanasia different from something like abortion or the death penalty, which you said you're not entirely against? And I mean, I think we would probably agree with you. What makes euthanasia so different? Why is it the bridge too far? Mais disons que bon, c'est vrai que structurellement, la question, enfin, je veux dire, structurellement, c'est idiot comme terme, excusez-moi, mais historiquement, la question de l'euthanasie se pose dans des termes très proches de celle de l'avortement. Hein. Moi-même, je trouve que l'avortement va trop loin à l'heure actuelle, si vous voulez. Je pense que c'est une question à partir de combien de semaines de grossesse se forme ce que les catholiques, enfin les chrétiens appellent une âme, d'autres un esprit, ou bien juste une personnalité individuelle. À mon avis, c'est pas plus de 6 à 8 semaines, quoi. Donc, l'avortement, au-delà de 6 à 8 semaines de grossesse, c'est pour moi un crime. À l'heure actuelle, en France, c'est 12 semaines, ça a été porté à 14, c'est trop. Il faudrait revenir en arrière là-dessus. Et bon, non, la peine de mort, je suis pas hostile dans certains cas, hein. Mais ça, c'est très différent. Enfin, c'est comme c'est très différent. L'euthanasie et l'avortement, c'est vraiment parallèle. C'est vraiment deux combats parallèles. Et bon, voilà. Peut-être on peut traduire ça déjà, mais après, je peux détailler. Ouais. Historically, the euthanasia question is close to that of abortion. I think abortion goes too far at the moment. I guess the whole debate is around how many weeks it takes to have what the Catholics call a soul and other people call it other things. But for me, it's 6 to 8 weeks. And if not, it's a crime. The new law is 12 weeks here, and it's too much. We should go back on it. The death penalty, I'm not hostile to in certain cases, but it's very different. But euthanasia and abortion for me are parallel fights, struggles. Mais je voudrais ajouter quelque chose. En fait, j'étais extrêmement satisfait de la décision de la Cour suprême de revenir sur l'arrêt Roe Wade, alors que je suis plutôt pour l'avortement dans certaines limites.
Pourquoi? Parce que le progressisme fonctionne comme une espèce de mécanisme à cliquet. On a l'impression qu'une fois qu'une décision supposément progrès a été prise, il est impossible de revenir en arrière. Ça bloque. Et en fait, cette décision de la Cour suprême est peut-être le premier contre-exemple où le cliquet se casse et on peut malgré le cliquet revenir en arrière. Et ça, c'est vraiment très bien parce qu'une situation où on ne peut pas revenir en arrière sur une loi précédente, c'est plus du tout une démocratie. Voilà, ça, Ok, je vais traduire ça. Oui, c'est. I'd like to add that I was extremely satisfied when Roe and Wade was repealed, and the reason for that is that progressivism works a little bit like a ratcheting mechanism. Once a decision is taken, it's impossible to go back. And for me, the Roe versus Wade case or repeal was a sort of counterexample of that. And that's great because if we're stuck in a situation where we can never go back on decisions, for me, that's not democracy. Right. And I mean, it was very interesting when Roe v. Wade got repealed and there was a bunch of European leaders like Macron and like Merkel, if I remember correctly, coming out against this kind of tyranny and authoritarianism that was happening in the United States when their abortion laws are much more stringent. My feeling about it was always that even we cannot prove when conception occurs, when life first occurs, or sorry, when a soul. the soul first occurs, not conception, that we can prove. So we may as well put it at the point of conception, right? And so anything thereafter is a special class of sanctioned murder. And my feeling about it was, you know, a rather naive one. Once you are willing to acknowledge and permit that, then the whole debate discourse around it can become much more reasonable. But of course, that's not what happened. And it was, I don't know if it was nice to see Roe v. Wade getting repealed, but it wasn't bad. Voilà, faut me traduire là. Ok, donc ce qu'elle disait dans le fond, c'est que c'est assez difficile c'est impossible de prouver le point d'origine de l'âme ou du début de la vie. Et donc, Anna disait, tant qu'à y être, on pourrait juste dire que c'est la conception, point barre, et que bon, c'était pas super de voir Roe v. Wade. De voir la décision de la Cour suprême sur Roe v. Wade, mais c'était pas mal non plus. Well, the reason that I have doubts about the repeal of Roe v. Wade is that I feel it'll embolden leftist and progressive activists even more to double down. Vous avez compris? Donc, elle a l'impression que c'était pas génial parce que d'un autre côté, la décision de la Cour suprême donne beaucoup d'énergie à la gauche pour revenir encore plus fort. Oui, mais pour moi, c'est important d'avoir la preuve qu'il est possible de revenir en arrière, quoi. Ce qui est la réaction en France a été que certains, les activistes de gauche là, comme vous dites, ont voulu inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Ce qui est un peu absurde. Enfin, une Constitution, c'est pas tellement fait pour ce genre de questions. Et bon, en plus, ça serait pas efficace parce qu'une Constitution, ça peut se changer aussi. Mais je veux dire là, il y a quelque chose qui cassait dans cet arrêt, le côté inéluctable des avancées progressistes.
Et ça, c'était réjouissant quand même pour ça. Bon, de toute façon, là, je veux dire, en France, le renouveau d'activité de la gauche est pas à craindre parce qu'elle est à fond. Là, elle est à fond depuis quelques années parce qu'elle sent le pouvoir lui échapper et elle devient très pouvoir intellectuel et elle devient vraiment très 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 méchante. Donc on peut pas l'agiter plus, elle est déjà à fond. Donc, bon, bon, oui, vous voyez ce que je veux dire? On peut essayer de traduire ça. Ouais. Ouais. Yes, but for me, it's important to have this proof that it's possible to go back. The reaction in France was that certain leftist activists wanted to inscribe the right to abortion in the Constitution, which is absurd. It's not at all what a constitution is for. And anyways, it wouldn't really be efficient because the Constitution can always be changed or amended. But I feel like there was something that was broken with this decision, the sort of ineluctability of this progression. In France, the level of leftist activity is frenetic, and I think it's because the left feels like they're losing their grip on power, and they're getting very, very mean. Yes, They've always been very mean. Here as well. Also, in your Harper's piece, you say that what disgusts you about euthanasia is the infantilization of granting a physician the right to end your life, as well as the petulant desire for ultimate liberty. I was wondering, in what way, for you, if there is a meaningful distinction between making the decision to euthanize yourself versus committing suicide, or at least you are not delegating the task to a physician. You're maybe acting more on a true liberty to end your life, as selfish as it may be. Does that make sense? Ben, si vous voulez, oui, bon, certain que je veux pas déléguer, je veux pas d'abord qu'on exige de moi d'être digne, je ne le suis pas, je ne tiens pas à l'être, et je veux pas déléguer à quelqu'un le choix de décider si je dois mourir ou pas, quoi. Pour moi, le problème du suicide assisté est les lois que vous avez aux États-Unis. Bon, c'est un problème pour les médecins, quoi. Vraiment. Moi, si quelqu'un me demande du poison, je dirais non. Et là, c'est les médecins qui vont être confrontés, qui sont confrontés à ça dans les États où c'est autorisé. Et c'est vrai que c'est le contraire de leur métier, quoi, quand même, au départ. Moi, je connais à peu près tous les opposants anti-euthanasie en France. Et les plus enragés sont des médecins. Encore plus que les évêques, etc., sont des médecins qui veulent pas faire ça. Qui veulent pas avoir à faire ça. Et bon, alors, oui, en Suisse, ça peut être n'importe qui, par exemple. Un militant d'une association peut se procurer du poison et le vendre. Mais l'euthanasie, c'est plus grave et là, ça ressemble du coup aux anticipations de science-fiction où on se remet complètement entre les mains de la société, quoi, y compris pour décider de sa mort.
et de savoir si on est digne de vivre encore. Sur la fin de mon article, j'ai fait beaucoup de publicité à la nouvelle de Richard Matheson, mais elle le mérite, c'est une très, très belle nouvelle, très touchante. Est-ce que j'ai juste pas compris le dernier truc, pardon. La dernière Oui, phrase. non, je disais que la situation d'euthanasie où on se remet complètement à la société de décider. Ah oui, ça j'ai compris, mais c'est c'est une nouvelle de qui? Richard Matheson, c'est un auteur Ah, Richard américain. Matheson, ok. Oui. Je vais traduire vite vite. I don't want to be asked to have dignity, and I also don't want to leave the choice to someone else to determine if I have dignity or not. The problem with assisted suicide laws, like the laws you have in America, it's a problem that's for doctors. If someone was to ask me for poison, I would just say no. But now it's the doctors who are facing these questions in the USA where they're allowed. It's the opposite of their job and of their oath. I know all the anti-euthanasia activists here in France, and the most enraged, more than the priests, are the doctors who don't want to have to do it, to give people poison. In Switzerland, it's even more liberal. It could be anyone. Anyone can buy, can get poison and sell it, including anti-euthanasia militants. Homeless people. But euthanasia is worse, and it's starting to look a lot like sci-fi anticipation novels, where your life is in the hands of society, and society decides if you can live or die, basically. And something about a Richard Matheson story that he quoted at the end of his Harper's article. In the test, he talks about how everyone had become so desensitized to death, though it was such a big part of their life. And he says, it's a very short sentence, but he says, but it was still loved people who were being killed. And the protagonist in that story is sort of wrestling with wanting his father to be dead in some ways, but also obviously loving him very much and being in this dystopian reality where the decision basically isn't made for you. Oh shit! Sorry. No, that wasn't a question. I was summarizing that. We were just adding some context. To the story. But I think the scary thing is that in the United States, once you offload the responsibility onto doctors, it becomes, of course, a commercial enterprise. Also, you have to remember that in the United States, in particular, the quality of medicine and the quality of the kind of people that are training to be doctors has been steadily declining. These are not responsible people who live by the Hippocratic oath. You mentioned in the Harper's piece that this is like a combination of wanting every aspect of your life micromanaged, but also indulging in a kind of petulant individualism. Would it be fair to say that people want a kind of assisted individualism where they feel that they're able to express themselves maximally, but actually have other entities make the executive decisions for them? Je traduis un peu la question. Oui, traduisez, parce que... Anna disait que vous mentionnez dans votre article dans Harper's que ce qui se passe un peu, la situation avec l'euthanasie, c'est un peu que les gens ont tous les aspects de leur vie sont gérés de l'extérieur, en fait. Et elle en venait à dire que ce serait pas un peu aux États-Unis, étant donné la qualité constamment décroissante des médecins qui sont formés ici et la façon dont les choses fonctionnent, que ce serait pas un peu une espèce d'individualisme managé, donc où
j'ai un peu du mal à comme exprimer le concept, mais elle dit que bref, aux États-Unis, ce serait un genre d'hybride entre l'individualisme et l'espèce de culture où tout est managé par la société, en fait, qui est en train d'émerger ici. Hmm. Elle posait en question. Ce serait pas un peu ce qu'on est en train de voir ici, peut-être, selon vous? Mais Hmm. Là, je ne sais pas si je ne savais pas que la qualité des médecins était mauvaise aux États-Unis, en fait. Mais I didn't know the quality of doctors were decreasing in the United States, so I don't know. Well, what is certain that I remark a tendency in Europe more and more prise en charge, assistanat, servitude, acceptée. Et enfin, c'est enfin, c'est bizarre et malsain, quoi. C'est bizarre et malsain qu'on demande à la société de décider à votre place si vous êtes digne de vivre, quoi, en fait. Enfin, c'est très curieux. He starts by saying, he said in English that he didn't know doctors were getting worse and worse in America. But he says that euthanasia in Europe is a sort of, it's just a very sorry state of servitude in which you're managed by others, and it's just very bizarre and unhealthy to ask society to decide if you're worth living the rest of your life, basically. Well, I guess what I'm asking is that people talk a lot about how kind of individualism is like the reigning mindset of our time, but I don't think it's quite individualism or even nihilism. It's like a forfeiture of responsibility for your own lot in life. Everybody wants somebody else to make the decision for them. I think people have historically wanted that throughout time, but now it's becoming kind of like a matter of like official policy. Oui, j'ai pas compris la fin. Le matter. You said it's a matter of official Like policy. it's becoming like, you know, encoded in laws. Yeah. The outsourcing of responsibility. Elle dit en fait que les gens disent que l'individualisme et la philosophie ouais, donc de outsourcer comment dire, de déléguer, en fait, de déléguer les responsabilités complètement à d'autres, en fait. Anna disait en fait que les gens disent que le nihilisme est comme serait en fait la philosophie dominante de notre époque, mais qu'en fait, selon elle, c'est plutôt une espèce de cette idée de déléguer l'individualité, de la distribuer en fait à des organismes qui peuvent la gérer. Selon elle, ce serait plutôt ça, l'idéologie dominante, plutôt que le nihilisme ou plutôt que l'individualité ou que le narcissisme. Il y a une forme de nihilisme quand même mais qui est pas totalement c'est celle qui était prévue par Nietzsche en fait. Enfin, le nihilisme vient pas seulement de ce qu'on croit plus à rien.
mais aussi de ce qu'on accorde plus tellement d'importance à ce qu'on a pu faire par le passé, mais uniquement à son potentiel pour le futur, quoi. Donc ça conduit au nihilisme, parce que chacun a une valeur qui tend peu à peu vers zéro, quoi. Enfin, donc si, je pense que ce nihilisme-là est actif. Mais par ailleurs, bon, il y a... Je dirais que cette envie de déléguer se limite uniquement à la santé pour moi. Enfin, il y a une obsession pour la santé, quand même. Une obsession pour la santé qui a jamais été aussi marquée. Et c'est vrai que là, on n'a plus le pouvoir, quoi. Et là, donc, on délègue. On délègue uniquement là-dessus, finalement, je crois. Oui, on peut essayer de traduire. Ouais. There is a form of nihilism still, but it's not totally the nihilism that Nietzsche was prophesizing. It doesn't only come from that we don't believe in anything, but in a way it comes from the fact that we don't think the past and the things we've done before is important. We only worry about the potential for the future. That leads to a sort of nihilism because everyone's individual value in those conditions tends to be pretty much zero. I see that sort of nihilism as being very dominant and very active. And for me, this desire to delegate, to outsource, is limited to health. There's a huge obsession with health at the moment, and it was never this intense. And now I feel like we're not in control anymore. And I think we tend to delegate on that mostly in the end. Je vais prendre un exemple simple pour le premier cas. Par exemple, quand je vois une interview d'acteur qui vient de jouer dans un film, obligatoirement, on lui pose la question à un moment donné, et quel est votre prochain projet? Ou alors qu'ils viennent juste de terminer le film qui vient de sortir. Enfin, la question vient à chaque fois. Bon. Comme si ce qu'on faisait disparaissait aussitôt dans le néant, quoi, en fait. A simple example is when I see an interview with actors, they always have to ask them, what's your next project, when they just finished something, as if everything just disappears into nothingness. That's true. I'm not going to ask you what you're working on next. I'm going to shelve that. I worked with a French actress recently, and I asked her what she was going to do next, and she just said, I'm so tired. And in America, yeah, it's very, and I guess now in Europe, because culture is America's greatest export. Yeah, I definitely feel this this nihilistic projection forward into the future, but also with, to draw the parallel with something like Roe v. Wade, I feel like there's also this nihilistic like uninvestment in the future where people are, procreating at record low rates, and the sanctity of life on both ends has been devalued.
Oui, c'est juste la dernière phrase que j'ai pas Mathieu. compris. Sorry. Elle dit que, elle voit, pour faire une comparaison avec Roe versus Wade, elle voit une espèce de désinvestissement dans le futur et que les gens procréent à un rythme plus lent que ça n'a jamais été. Et d'une certaine façon. It's not just the Allez-y, allez-y. old, yeah. Pourtant, bon, là, c'est vraiment une question. Hein. La, la démographie, je me suis vraiment intéressé à la question et je me demande si le fait que la démographie américaine soit bonne, enfin bien meilleure que la démographie européenne, est lié uniquement à l'immigration latina, quoi. C'est une question. He's wondering if he thinks, yeah, it's just a question, but he got very interested in demographics, and he wonders if the reason U.S. demographics are good or much better than those in Europe is maybe solely linked to the Latinx immigration. He's Probably asking you. much like the decline in average height. But I don't think our demographics are good, and I think that any Si, je le sais. I know it. you know it. Yes, j'ai étudié les chiffres très précisément. They're maybe better than your demographics, but they're not that good. And I think that as new populations come into the country, their demographics are going to plummet eventually, inevitably. Mais en fait, non, c'est vraiment intéressant la démographie parce que on comprend que si nihilisme il y a, c'est pas un nihilisme français, ni européen, ni même occidental. C'est vraiment un nihilisme moderne. Parce que la pire des situations est dans des pays asiatiques, comme le Japon, la Corée, la Chine plus récemment. Oh, mais attendez, en Corée, le nombre d'enfants par femme, à l'heure actuelle, c'est 0,9, moins de 1. Alors qu'en Europe, en moyenne, c'est 1,3, 1,4. Vous voyez, donc c'est même pas la fin du christianisme qui est en cause. C'est plus grave que ça, en fait. C'est la modernité en elle-même qui s'auto-détruit, quoi. Bon, voilà, je voulais dire ça parce que c'est important. Enfin, la démographie, c'est quand même très important, quoi. Oui. Ouais, donc je vais le traduire super vite. Demographics are very interesting. We understand that if there's nihilism, it's not a French or European nihilism, or even specifically Western nihilism. It's basically just a modern nihilism. The worst situation is in Asian countries like Japan and Korea, and more recently China. In Korea, the birth rate is 0.9. In Europe, it's 1.3, 1.4 in average. It's not even the end of Christianity that's the problem. It's something much bigger and much more important. This is why I never find it convincing when Marxists make the argument that people simply can't afford to have children. I think it's something much deeper than that. It's a philosophical, existential problem. Mais bon, là, c'est vraiment intéressant. Il y a autre chose, je crois, hein, qui joue. C'est embêtant parce que ma femme chinoise est dans la pièce. Mais il y a une échappée dans le virtuel, une incapacité de croissante par rapport au réel, quoi, qui quand même nuit à la reproduction. Enfin, je veux dire, qui demande de la réalité.
Donc il y a ça, il y a ce côté un peu bien décrit dans le cyberpunk, mais de décollage par rapport au réel, quoi, et d'incapacité de reconnecter au réel, qui, qui nuit au fait de faire des enfants, quoi, en fait. Et il y a aussi il y a une cause commune aussi avec l'Europe, hein, qui est la déliquescence de la religion dominante, qui n'est pas la même, mais qui structurait la vie des gens tout aussi bien, quoi, en fait. Mais là, euh, si on regarde les valeurs matérialistes, sont encore plus opposées au bouddhisme qu'au christianisme, en fait. Voilà. Donc il y a, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même voilà, c'est un phénomène vraiment très général, quoi, mondial en fait. Phénomène mondial qui, bon, enfin, il y a, en termes démographiques, il y a vraiment l'Afrique et le reste du monde, quoi. Les, les seuls pays à l'heure actuelle qui sont dans une situation démographique qu'on pourrait considérer comme saine sont les pays d'Amérique du Sud. Bon, sauf qu'économiquement, ça va pas trop, c'est pour ça qu'ils viennent chez vous, en fait. Bon. Vous avez beaucoup de choses à traduire, là, déjà. Oui, j'y vais. It's very interesting demographics. But there's other things in play, and I don't want to go too far right now because my Chinese wife is right here in the room. There is some sort of flight into the virtual. The virtual is winning over the real, and that damages sexuality and reproduction. And this was articulated in some cyberpunk novels and stuff, but it's also happening now. There is an incapacity to connect to reality that is very damaging to the act of making babies. It's also there's a common thing between Asia and Europe: the collapse of the dominant religion that structured people's lives. But the rise in material values are even more opposed to Buddhism than to Christianity. It's a global phenomenon, really. Demographically, there's Africa and the rest of the world, basically. The only countries who are in a healthy demographic situation are South American countries, except it's not going that well there. So that's probably why they come to yours. Well, okay, on that note, what do you think about incels? Is this a real phenomenon, or are these people really incapable? Like, do they really want sex, or do they want to reserve the right to complain about not being able to get sex because they're so online? You might have to translate that, Mathieu. Involuntary I'll do it, celibate, yeah. Yeah. Because they're online. Okay. Donc, Anna vous demandait sur le sujet, qu'est-ce que vous pensez des incels, ces célibataires involontaires? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai phénomène? Est-ce que vous pensez qu'ils veulent vraiment du sexe ou est-ce qu'en fait, ils sont plus intéressés dans ce droit de se plaindre sur le sujet du sexe parce qu'ils passent trop de temps sur Internet? Bon, en fait, c'est encore pire que ça, en fait. Le problème, il y a un nombre croissant de gens qui se déclarent asexuels, en fait, qui disent que ça n'intéresse simplement pas du tout.
Et il y a aussi, dans ceux qui déclarent encore un intérêt pour les sexualités, il y en a beaucoup qui s'intéressent qu'à une forme violente, quoi, basée sur la domination. Mais j'ai l'impression que ce sont les deux tendances que j'ai pu observer. Bon, ni l'un ni l'autre sont très positives. Mais je me souviens, j'ai vu une émission, mais c'était une émission plutôt pour jeunes, et le présentateur disait sur un ton de surprise, eh bien, nous avons découvert qu'il y a des gens qui sont asexuels malgré eux. Comme si c'était surprenant, quoi. C'était curieux. Et oui, donc il y a beaucoup de gens qui sont asexuels, pas du tout malgré eux, mais de leur plein gré. Juste la dernière phrase, il y a beaucoup de gens qui sont asexuels, pas du tout malgré eux, mais De leur plein gré, enfin volontairement, quoi. de leur plein gré, ouais. Actually, it's worse than that. This whole incel situation. There's a growing number of people who declare themselves asexual, just not interested in sex. Yeah. There's also, among those who actually care about sex, people who only care about sex if it's violent, domination, that kind of thing. Those are basically the two trends that I've observed. None of them is positive, really. I remember seeing a show for young people, and the announcer said in a tone of surprise, we found people who are asexual, this sort of unintentionally. There's lots of asexuals who are asexual, not accidentally, but completely willingly, who decide to not have sex, to not be interested in it. But do you think that is a coping mechanism, maybe for them not being able or willing to pursue sex, or even the way you said about the virtual, to engage with the physical world enough that would precipitate someone even having sex? You might have to, sorry, Mathieu. Oui, je suis pas sûr d'avoir compris. Because no. Do you think it's a coping sorry. mechanism for them to no? Sorry, could you just say just Right, a little bit? to become Do you think it's a asexual. coping mechanism for them? Oh yeah. Est-ce que vous pensez que c'est une forme de comment dire que ces gens-là en fait qui décident d'être asexuels, c'est une forme d'évasion en fait des difficultés reliées à l'obtention du sexe? Difficulté de la séduction. Mais non, je crois que c'est pire. Je crois que c'est vraiment, non, c'est une vraie déperdition vitale. Hein. Non, c'est même pas lié aux difficultés. Non, je crois que oui, c'est pire, c'est une déperdition vitale. Bon, non, je crois que non, les gens veulent surtout rester en bonne santé, c'est leur principale préoccupation, même très jeunes, hein, ils se préoccupent beaucoup de leur santé. Et bon, par ailleurs, il y a effectivement les mouvements, les mouvements féministes, MeToo, etc., ont joué un rôle plutôt négatif. Disons que l'idée juste s'est répandue que le plus prudent est encore de ne rien faire. Ça joue aussi.
Et c'est vrai, le plus prudent est de ne rien faire à tout point de vue, en fait. Enfin, un peu de sport à dose modérée, surveiller son alimentation, et c'est bon. Oui, donc, je vais pouvoir continuer. Arrête de me... Oui. Tu veux dire quelque chose? Oui, No, hein. I think it's. Je parle à ma femme. Oh, d'accord. Oh, he's sucking his wife. No, I think it's. I think it's worse. I think it's worse than that. I think it's a real loss of basic vital functions. It's not coping in front of difficulties. It's really a sort of weakened life energy in people. People, even very young people, are obsessed with staying in good health, and Well, they don't have to. Yeah. everyone in society. And yes, feminist movements like Me Too, etc., played a pretty bad role because the idea that was promoted basically is that the most prudent thing, the safest thing to do is to do nothing. And when you think about it for a while, of course, it's true. If you do nothing, maybe a bit of sport, maybe a bit of good eating or eating well, you watch what you eat, you're basically good. Right. Can I ask you a somewhat more lighthearted question? Do you think it's better to be a fascist than to stand for nothing? C'est une question importante, je sens, faut me traduire. Ok, d'accord. Elle vous demande, est-ce que je peux vous demander une question un peu plus légère? Est-ce que croyez-vous qu'il vaille mieux être un fasciste que de n'avoir aucune conviction? Je pense que je pense que la réponse n'est pas la même aux États-Unis et en France. J'ai l'impression que aux États-Unis, on trouve davantage d'amis en étant fasciste. En France, avoir aucune conviction, on se met d'accord avec beaucoup de gens. Bon, il faut quand même dire rappeler à ce sujet on dit souvent que les gens d'extrême droite sont le parti qui progresse le plus vite en France. C'est archi faux. Les abstentionnistes progressent beaucoup plus rapidement. Donc, en étant abstentionniste, en étant sans conviction, on a beaucoup de gens d'accord avec soi. Donc, je conseillerais plutôt d'être sans conviction en France et plutôt fasciste aux États-Unis. Voilà, le mieux, mon conseil. Ok. Um, okay. I think the answer is not the same here in France and in the United States. I'm under the impression that in America you find more friends if you're a fascist. Here, you stand for nothing and you suddenly agree with, yeah, ils ont trouvé beaucoup d'amis en se convertissant au fascisme. Here, have no convictions and you suddenly agree with a lot of people. We can, I mean, people say that the extreme right is the fastest growing voter bloc here, but that's not true. Actually, the abstentionists, the people who don't vote, are the fastest growing voter bloc. So I would say, to answer your question, I would say that basically stand for nothing here and be a fascist in America. A good answer. I have a question about, well, I think we can all agree that feminism, even if in its earliest inceptions, has been basically a colossal disaster, failure.
utterly misguided. But I read an essay of yours in which you praised Valerie Solanis's her scum manifest. No. Yes, the book is very good. It's very good, yes, and it's a different kind of Fantastically written. feminism insofar as it strives for like an equality between the sexes. I think Solanis does something very Whatever she thinks, she's a good writer. Right? She's a good writer, yeah. But aren't the people who are like the best feminists or the best comics necessarily the people that are totally unlike everybody else in their field? So they achieve something different. Je suis pas sûr d'avoir compris là. I'm not sure to have understood. Anna, you said the best comics and the best feminists are what? The people who are they stand out from the rest of the people doing what they're doing. They're different from those people because they're first and foremost artists. And Solanis is not a feminist in the traditional sense in which she wants equality of the sexes. She wants she's a female supremacist who wants to castrate and dismember men. Well, and in that way she's much more honest about the aims of feminism. Right. Ce qu'il disait, c'est que les meilleurs humoristes et les meilleures féministes sont avant tout peut-être celles qui sont complètement à l'écart des autres et qui sont avant tout des artistes peut-être. Dasha disait que Valerie Solanas était un peu une suprémaciste féminine, female supremacist. Et c'est en gros ce qu'elle disait. She thinks it's better that women take really the power and put men in slavery. I'm not necessarily against the idea. At least she stands for something. That's why I asked if being a fascist was better than standing for nothing. And my question was that this essay reminded me of something that Nietzsche says. I know that you're not the greatest fan of Nietzsche, but he says that love fundamentally is an eternal antagonism between the sexes, and that the real nature of love, of heterosexuality, is antagonistic. And this is something that I think you explore in your work. And so my question is, I guess, how that relates to hierarchies of kindness, maybe, and if you think it, in some instances, it might be kind to be cruel. Mathieu, you might have to. I'm sorry. I'll try. Yeah. You might have to be kind to be cruel. Vous avez compris une partie de la question où elle dit que Nietzsche parle de l'amour comme une sorte d'antagonisme éternel entre les sexes et que la vraie nature de l'amour c'est l'antagonisme en fait, et vous explorez ça dans votre dans vos romans parfois sans d'achat, et que ta question c'est un peu comment est-ce que cet antagonisme-là entre en rapport avec les hiérarchies de comment on dit, d'empathie, et que parfois peut-être c'est peut-être mieux d'être, et j'arrive pas à traduire cette question, kind to be cruel, il faut être doux pour être doucement cruel, ça vous dit quelque chose, kind to be cruel? I'm sorry. I think I know. I think it doesn't make sense. I just said compassion. Bon, honnêtement, je pense pas que Nietzsche, enfin, en quoi que ce soit d'ailleurs, je suis plutôt schopenhauerien à la base. Yeah. Bon, pour Schopenhauer, c'est simple. L'amour est
déguisement de la pulsion reproductrice, quoi, en fait. Bon, il s'en explique longuement, hein, mais je pense que son point de vue est au fond le plus profond. Mais et je sais pas si bon si on veut l'envisager d'un point de vue plus romantique, on peut dire que c'est une tentative, l'amour. Enfin, c'est une tentative humaine, quoi. Comme la loi morale, comme Dieu, comme les petits chiens aussi. Enfin, des tentatives humaines pour rendre le monde meilleur. Enfin, donc c'est quand même une des choses qu'on a inventées de mieux. Enfin, bon, tout ça a marché, hein. Tout ça a marché, mais là, c'est vrai que Dieu s'effondre, la loi morale aussi, l'amour aussi. Il y a que les petits chiens qui tiennent bien le coup, en fait, quand on regarde. Enfin, c'est sérieux ce que je dis, c'est des... L'homme a conçu, sait en lui-même qu'il n'est pas très bon. Et donc, il essaye de trouver des voies de s'améliorer, quoi. Et l'amour en est une, oui. Et bon, et la transformation du loup en bichon est une autre tentative de créer un idéal du bien, quoi. Enfin, on peut traduire, là, c'est long. Ouais, j'y vais. So basically, I'm fundamentally, I guess, more Schopenhauerian. Basically, Yeah. for him, love is a disguise for the reproductive impulse. He talks about it for a long time, but basically, that's what he says. If we want to think about it more romantically, then love is an attempt, a human attempt, like the moral law, like God, like little dogs, a human attempt to make the world a better place. And in a way, it's one of the best things we invented. All of this worked, but now it's true that God is collapsing, moral law is collapsing, love is collapsing, and pretty much maybe small dogs are the only things still standing. I'm saying this seriously. Man knows he is not good. Go ahead. No, go off. Keep going. Yeah. Either. Okay, well, I'll finish. Yeah, I'll finish. Yeah, of course. Yeah. Yeah, man knows he is not good and looks for ways to become better, and love is one of them. The transformation of the wolf into a lamb is another attempt to create an ideal of good. This reminds me of a passage, I think it was from Possibility of an Island, where you said that in previous eras, women found themselves possibly in a comparable situation to that of domestic animals, such as dogs, in that they had the pride of place and tasks to fulfill. And now that situation is no longer operative. But I do have a question about Schopenhauer. If I can find it. I don't know where it is. But you have a disagreement with Schopenhauer in that you think that there's a place for eroticism in art. Can you expand on that a little bit? Oui, Mathieu? Oh, it just cut, but I guess he understood the question, so it's cool. Sorry. Yes.
Yes, Schopenhauer did things that there couldn't be erotism in art, and he also says, for the same reasons, in fact, there can be horror in art. Because art is not made to... Oh, alors, je vais continuer en français, hein, je ne peux pas faire autrement. Oh, allez-y, allez-y, ouais, allez-y. L'art ne peut pas... n'est pas fait pour exciter les pulsions, soit les pulsions de désir, soit les pulsions de peur, mais pour calmer les pulsions. L'art a une fonction calmante, a une fonction de contemplation. Bon, en fait, sur le principe, Schopenhauer a raison. Sur le principe, il a raison. Mais je pense qu'il est possible d'avoir une attitude de contemplation, même à l'égard de ce qui normalement inspire soit le désir, soit la peur. Kant était de mon avis d'ailleurs, hein. Quand Kant parle du sentiment du sublime, il évoque le fait qu'on peut, dans une situation où on est objectivement menacé de mort, par exemple lors d'une tempête ou d'une avalanche, être dans un état de contemplation objective et désintéressée, qui, il s'accorde avec Schopenhauer sur ce point, est la condition de l'art. Et on peut aussi être, à mon avis, dans cette situation de contemplation, même lorsqu'il y a désir, érection par exemple, enfin voilà. Donc voilà, enfin, pour me résumer, le point de vue de Schopenhauer est juste au départ, mais il a un peu, à mon avis, sous-estimé les capacités de l'art. On peut traduire, là, c'est suffisamment. Ouais. Oui, j'y vais. Ouais. Okay. Schopenhauer says that art is not made to excite impulses like fear or desire, but to calm them. For him, there's a function of contemplation that is the true goal of any art. And in principle, he's right. But I think it's possible to have a contemplative attitude, even towards that what inspires desire or fear. And Kant agrees with me on that when he talks about this sentiment of the sublime. He says that in situations where we're facing death or terror, we can be in a state of contemplation, objective and disinterested. We can also be in a situation of contemplation even if there's desire. For example, when you have an erection. To summarize, Schopenhauer is right, but I think he overestimated the capacity of art or the power of art to do things. I have a question that's possibly a little lighter. There's this idea of what people refer to as like the Houellebecqian man, which refers to characters in your work who are often depressive or depressing, kind of abject, horny guys who suffer in a large part because of their desires. And my question is, what if there is one? Does a Houellebecqian woman look like if you had to describe it? Well, I think I have
Bon, I'm old now, so I can make a sort of summary of my works. I think there is much more variety in my woman than in my men. Much more. Why I do you think that is? I think very often, not in all the novels, it's not true of all the novels, but very often I need someone, which is a man, because I'm a man probably, which is not really a character, but which is like the camera in a movie. It's a perceptive, he's here to perceive things, not to act really, but to perceive things. So he's a bit inactive. Enfin, il est inactif. Et... Oui, on peut dire dépressif parce que c'est mieux. Les gens inactifs sont souvent dépressifs, quoi. Mais son rôle principal est d'être inactif et de voir le monde se dérouler sous ses yeux. Pas tellement d'y prendre part. Enfin, c'est évident dans le cas de mon premier roman, Extension du domaine de la lutte, Amplification. Et c'est vrai dans pas mal d'autres aussi. J'ai besoin d'un quelqu'un qui n'est pas vraiment un personnage, mais un œil, quoi. And this is obvious in, sorry. Yeah, he was saying that it's not, you say the word depressed, but it's not only just that. The principal role of this Houellebecqian man, or whatever, is to see the world go by in front of him. And this is very obvious in my first novel, Whatever. It's got the novel called Whatever. It's not so much a character, but an I. Yeah, I think Whatever was the first novel in which you made this point, speaking through a friend of the protagonist who was a priest, that there's a lot of fixation on like sexuality and eroticism in our society, but actually people are quite bored with sexuality and eroticism, and sex doesn't sell. I'm wondering if you see a connection between like the Houellebecqian man and the Russian concept of the superfluous man, like the Oblomov figure. Alors le concept russe il faut me traduire le de l'homme superflu. Je suis pas familier de l'homme superflu. Superflu. Ah ouais. I think this was the first time this type of archetype appeared in literature, possibly. Oui, je suis pas sûr de bien connaître le concept, hein, à vrai dire. I'm not sure to understand the concept, really. Alors, dans les auteurs russes, quand même, au fond, je me suis senti toujours le plus proche, c'est quand même Gogol, quoi. Parce que bon, dans Les âmes mortes, quand il arrive dans une nouvelle ferme, Gogol dit ce qu'il voit. Enfin, le personnage de Gogol dit ce qu'il voit, et je sais que je verrai exactement la même chose que lui. Et ça rapproche beaucoup les gens. Ce qu'on perçoit d'une situation donnée, quoi. Donc, mais je ne sais pas si c'est vraiment si Gogol se sentait comme un homme superflu ou pas. Je pas sûr. Je sais pas. So he says he's not too familiar with the concept, but he says among the Russian writers, I always felt closer to Gogol in a novel that I didn't catch the name. When he gets to a new farm, the character just describes what he sees, what we perceive in a given situation is pretty much what brings us together. But I don't know if Gogol had anything to do with the superfluous man. No, I don't think so. I mean, I think this was a concept that these characters were almost always aristocratic, and I think much like Kashmir, this is a concept that has now been like
dissimulated or whatever. I'm just so drunk. I'm trying to find the right word, that has now taken hold of the middle class. So you have a lot of novelists who are writing books about these kind of like nihilistic, depressed characters from like a middle class perspective, when at the time that the only people who really had the luxury of having an internal monologue were like the aristocracy. Mais je suis un peu. En fait, je veux dire, mon premier roman, bon, j'étais à la fois influencé par différents auteurs, enfin Georges Perec, Ionesco, qui tous les deux ont décrit un roman, le roman des... Le deuxième, c'était qui, pardon? Ionesco. Oh, Ionesco, oui, bien sûr. Ouais. On décrit des personnages qui n'avaient plus vraiment envie de se mouvoir, quoi. Qui aspiraient à l'immobilité, à ne plus rien faire surtout. Et dans mon premier roman, je voulais un personnage un peu comme ça, sauf qu'il était obligé d'aller travailler tous les jours. Et c'était ça mon point de départ, en fait. C'est-à-dire qu'il n'était pas en possibilité de arrêter toute activité. Voilà. Actually, sorry. Actually, my first novel was influenced by Perec, Georges Perec and Ionesco, who described characters who didn't want to move and aspired to immobility and doing nothing. But the way I wanted to write that character was to put him in a situation where he had to get up and go to work every day. Isn't that all? Well, the other question I have is, like, you know, people often accuse you of being a misogynist, based on the kind of two-dimensional quality of your female characters and how they're kind of overly serviceable and giving. But is the more charitable explanation that as a man, you are not writing from the mindset of a woman? C'est pas facile, ça. Je veux dire, finalement, si on me pose la question, est-ce que le personnage dont je parlais, qui me sert d'œil ou de caméra, pourrait être une femme? À mon avis, j'y arriverai pas. Un personnage important, oui, un peu, mais pas le personnage qui est l'observateur. Je pourrais pas. Je suis pas capable. It's not easy to answer, but if I get asked if the character that's my eye that sees things could be a woman, I couldn't do it. An important character in the novel could be a woman, but not the one that's the eye. Right. And the other thing that I noticed in reading, especially like when I read your sex scenes, which I often read on airplanes and in airports, I've said many times on this podcast, is how kind of compassionate and full of love they are. And it seems like you display a love of humanity and even women. Would you call yourself a hopeless romantic, or am I being delusional? Est-ce que je suis post-romantique? C'est quoi? Et étant donné que vous décrivez les femmes si généreusement dans les scènes de sexe et dans vos livres en général, est-ce que vous iriez jusqu'à vous décrire comme étant romantique sans espoir? Oui,
Oui, mais je suis très à l'aise chez les auteurs romantiques. Je me sens très bien. Dire c'est mon univers en effet. Euh, mais mais je suis bien obligé de constater que leur projet a échoué. Donc je suis ce qui peut rester de romantique, et c'est vrai que c'est pas forcément beau à voir, quoi. Euh, euh, I'm very comfortable with romantic authors and oh sorry, allez-y. Did we freeze? Oh no. Yeah, I froze, yeah, sorry. Allez-y, Michel, pardon, je voulais pas vous interrompre. Ah, vous avez pas entendu? Oui, je disais que oui, je suis très à l'aise chez les romantiques, quoi. Je m'y sens bien. Enfin, c'est mon Ah oui, j'ai monde. entendu, désolé, ça a gelé à la fin, mais j'ai entendu, je peux traduire, je croyais que vous vouliez continuer, ça, désolé, ça. Allez-y. Okay, d'accord, je vais. Yeah, I'm very comfortable with romantic authors, and it is my world, yes, but I have to say that in the end, the project failed, and you could say that I am what could be left of romanticism, and it's not necessarily nice to look at. Fuck. Damn. It's a Bon, great answer. tout ça est très intéressant, mais on s'écarte de mon projet militant anti-euthanasie. Donc j'ai une question, en fait, à vous. Est-ce que c'est en débat dans des États américains à l'heure actuelle, le suicide assisté? It's all very interesting, but we're getting off the topic of my anti-euthanasia militancy. Yeah. That's true. And I would like to ask you if it's being debated right now in any American state, this idea of legalizing assisted suicide. No, not in, maybe in some marginal corners, but not really to my knowledge. I think abortion is a much more politically Prevalent contested issue, issue in America, and we haven't really reached the moral or existential implications of euthanasia yet. But we're not even super familiar with this debate. I mean, you said that now there are 10 American states in which euthanasia is basically legal. In this Et en fait, enfin bon, voilà, c'est moi qui veux poser des questions, mais dans les États où l'avortement est légal aux États-Unis, c'est permis jusqu'à combien de semaines? In states where abortion is legal in America, how many weeks is it allowed until? Well, It depends. The Roe v. Wade repeal happened because there was a Mississippi law that set it at 15 weeks, which was, considered extreme. There are in my home state of New Jersey, I believe you could have an abortion until the last minute. No. Yeah. What? Yeah. I'm very upset about this, yeah. Jusqu'au dernier moment? Jusqu'au dernier moment, ouais. Elle est pas certaine, mais elle pense bien que, ouais, au New Jersey, l'état d'où elle vient, c'était possible jusqu'à la dernière minute. C'est monstrueux. Well, Il y a des endroits comme ça aux États-Unis. Well, Ouais. it parallels euthanasia in that way also, whereas you were saying about dignity, like once you are like shitting and pissing your bed, you are no longer a person. There is this debate in America where because the fetus is dependent on the mother, it does not have a right to personhood, to ensoulment. yeah. So in that way, I think there is also this nihilistic parallel about what value someone can bring to a society and how much they depend on other people to continue existing. But I have a question about the story you brought up earlier on, where the man who was in the accident was not
euthanized. He was just deprived of food and water until he died. I mean, I think that there are so many situations in medicine where even if euthanasia is not itself codified, sorry, Mathieu, that they still are able to allow people to die who they consider to be superfluous, even if they don't inject them with poison or euthanize them in the most humane way. I think there is still, even without legalizing euthanasia, I think people can be murdered by the state, by the medical industry. Mais ce qu'il faut, j'ai bien précisé, hein, I did precise that in the same time you deprive him of food and drink, you give him medications, so he doesn't suffer at all, and it works. It's really incredible, but it works. People don't suffer, but you don't kill them. It's totally. I think French are the most hypocrite people of the world, without comparison. No? Well, everybody So thinks totally that hypocrite. about their own. And so what the pro-euthanasia want right now is just to give poison. Yeah. Okay, Yeah. but what I must say in the case of Vincent Lambert, he has been deprived from food and the water the first time, and he stayed alive 30 days. Yes, 30 yes, 30 days, which is incredible. So And there like was a month and this a half. decision of the tribunal administratif, because I said the médecin-chef, the chief doctor of the hospital, is the chief, okay? But it's an administration. So the advocate of the mother of Vincent Lambert, I talked with him, il a fait un recours et le tribunal administratif a ordonné de l'alimenter à nouveau. So he did a recourse, and the tribunal forced them to feed him again. So, il a resté en vie pendant encore. But did he stay alive then when he was fed again? Did he survive or is he alive? Il était toujours en vie, enfin oui. Il est repassé dans le même état, avec peu de He was still communication. alive, yes. Okay. Well, He was still alive, yes. He was in the same state. Yeah. Donc c'est après 3 ans de plus de bataille juridique que finalement il a été privé de nourriture et d'eau pour de bon. Et là, il n'a pas survécu cette fois-là. So after 3 more years of trials, it's after 3 extra years after that of trials that he was deprived of food and stuff afterwards, and then he finally died. okay. Mais et donc bon les partisans de l'euthanasie se sont aperçus qu'à l'heure actuelle, il y avait des recours. Bon, mais je résume, mais il y a eu plein de choses. Je crois que même l'ONU a fourni son avis. Enfin, ça a été très très compliqué, quoi. Les institutions européennes sont intervenues. Enfin, c'est une histoire qui a duré 5 ans, quoi, facilement. Et donc, bon, ils se sont dit que le plus simple pour éviter tout ça était d'autoriser une euthanasie rapide, quoi. C'est pour ça qu'ils insistent beaucoup. It's a complicated story, and I'm summarizing here, but even the UN chimed in. There's a lot of debate. It lasted about 5 years, and they just realized that the simplest way to go, basically, for proponents of euthanasia was to just legalize it, basically, to authorize it, and that's why they're pushing so hard.
I see, but it's this reminds me of kind of the legal battles people have over the death penalty in the US, where the inmate has a certain number of appeals left, and it almost becomes its own like economy and jobs program because there are a lot of people invested in the legal battle on both sides. Vous pouvez même traduire la discussion. Yeah, wait. You said there's where the inmate has a little bit of what left? Sorry. They have like a certain number of appeals. I'm not like familiar fully with the system, but Yeah. the convict can like appeal his death sentence. So often they languish for many years, if not many decades. Oh yeah. So ça lui rappelle des histoires qu'on voit souvent ici aux États-Unis où quelqu'un va être condamné à mort et le prisonnier va avoir un nombre d'appels restant et que en fait il s'écoule tellement de temps de ces appels que au fait ils restent en prison pour le restant de leur vie, même s'ils sont condamnés à mort à cause de la lenteur administrative. Oui, ben disons que oui, c'est ça, mais alors bon, effectivement, la comparaison est bonne. À l'heure actuelle, en France, un bon avocat peut retarder beaucoup une décision de mise à mort. Donc, les partisans de l'euthanasie voudraient qu'il y ait moins de recours, quoi. En gros, c'est ça. Et surtout que la décision soit prise d'effet, suivie d'effet plus rapidement. Ce qui évite, du coup, les recours. Oui. Yeah, so basically he's saying that the comparison is right, and that basically right now in France, a good lawyer can delay a sort of a decree of euthanasia on someone and for many years. But what activists are pushing for is basically to have less and less of a possibility of appealing. That's what they're focusing on. But so as you said, Catholics have in some ways the strongest moral argument against euthanasia because they believe that it is up to God when somebody dies. How do you as a secular person make a case for the real dignity of life without a spiritual or metaphysical component to it? Je n'ai je n'ai rien concernant l'âme ou l'esprit, effectivement. Hein. J'ai juste l'idée qu'un corps, même très dégradé, mérite d'être traité avec amour plutôt que d'être éliminé, quel que soit son état. En fait, c'est à peu près ça. So he's just saying that regardless of the questions of body or spirits, he has the idea that even a very degraded body deserves to be treated with love rather than just to be eliminated. Yes. Simply. Yeah, I mean, I would agree with that, but as a Christian, similarly to the way that I feel that a fetus is entitled to life regardless of its dependence on the mother, I wonder what the case is to be made for the sanctity of life without this dimension of the soul. En tant que chrétienne, elle se demande de la même façon
de la même façon qu'un fœtus a droit à la vie, comment on peut argumenter en faveur d'un corps ayant droit à la vie sans cette idée de l'âme, sans ce concept de l'âme. Je crois que j'ai pas de réponse. Hein. J'ai pas de réponse. Moi, Saying I don't really have an answer to that. j'ai pas de Yeah. réponse. Fair enough. Yeah. Fair. I share your sentiment. I just have I guess a Christian understanding of ensoulment. That to me, when I first went to Switzerland, where I first became aware sort of euthanasia as a commercial practice, a practice that was a matter of policy, I was very disturbed. But I also found Switzerland to be a very, very godless country. Oh oui, oui. Enfin, Mathieu. Yeah, I think. Honnêtement, Sorry, we have a technical. Sorry. technological problème. Non, allez-y, Michel. Désolé, on a un problème technique. Mon téléphone meurt, donc. I was just saying, I think Honestly- Switzerland is godless. That's all. Ouais, mais no, honestly, the most godless country I know is Italy. I agree. Well, because it has no identity. They worship money. They don't have churches. They have banks. Ouais, mais England is it's the most depressive country and the most depressive literature I know, and it's the most godless country I know. Yes. Bon. Why do you think that is? I think Anglicanism was a strange creation. It was a religion created without any spiritual reason, created only to arrange the king. So it has only the structure of a religion, no content. Calvinists were serious people in their way. I think the king, I don't remember his name, created Anglicanism only to separate from Rome, but without any spiritual reason. There is no difference between. So the religion became something very superficial in England. Mm-hmm. I think it's the only historical reason I can see. Yeah. Well, right. Yes. It's like in that story that you mentioned in your Harper's article. I think in Switzerland there is this culture of neutrality, and similarly in this dystopia, there is this indifference, this neutral attitude towards death that I think is, profoundly spiritually impoverished. Does neutrality lead to godlessness? If you stand for nothing. Ben oui. I think you went to the bad places. I think there are Catholics in Switzerland. There are Catholics in Switzerland. No, I think it's really worse in England. It will to talk of all European countries will be too long, but there are differences, really. For example, the situation is very different in Spain and in Italy. Mm-hmm. Italy remains much more Catholic. But it's
In fact, it's never good for a religion to be associated with a power too strongly. In Spain, the problem with this was the association with Franco, which was very strong. And it didn't exist with Mussolini, Italy. But, and so it was very bad for the Spanish church after Franco was gone. Bon, enfin. Bon. Maybe we'll. Shall we wrap it up? Yeah, we can wrap it up. Do you have any final questions? Yeah, I have one more question. Yes. When did you start smoking cigarettes? And how many do you smoke a day? Alors, the second question is difficult because I try to stop, but I have a problem with Ziban, which is a medicine, which helps to stop, and I can. It's hard to find. So it depends, more or less one packet a day, one pack. Comment on dit paquet, quoi? Comment on dit paquet? Yes, yeah. One a day. Have you ever taken antidepressants? Depressive? Antidepressants, medication. Not much. I'm more anxious than depressive, in fact. So I took more anxiolytics than antidepressants. Okay. Because there's never mind. There's an antidepressant that's also a smoking cessation aid. Yeah. Ouais, mais it's your fault if I smoke because it's hard for me to have a intellectual conversation without smoking. Yeah, me too. Yes, same. Yeah, very much. It's not so hard for you. You don't smoke since the beginning. So maybe well, because I can't in this house because we have a baby here, but otherwise we'd be blasting cigs. Yeah. Okay, okay. Anyway, thank you so much. Thank you for your time and for coming on the show. Thank you. Bye. 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 Have a good night. Okay. Okay. Hey, we